Alors, nous avons commencé à travailler sur les personnes enceintes parce qu'on a été contacté par un hôpital parisien pour justement travailler sur une base de données un peu particulière qui était leur base de données à eux et qui portait sur des femmes en situation de précarité et qui étaient enceintes. Comme ce travail était un peu particulier parce qu'il portait sur des femmes très particulières puisqu'elles étaient dans des situations précaires, on s'est dit que peut-être il fallait généraliser l'étude et nous nous sommes mis à travailler sur une base de données nationale. Donc c'est à la demande d'un hôpital. Alors, est-ce que c'est un phénomène courant? Nationalement, on s'aperçoit qu'il y a à peu près entre 10 et 12 des femmes qui ne font pas les soins minimums qu'on leur demande de faire lorsqu'elles sont enceintes. Donc, les soins minimums, c'est quoi? C'est, 7 visites chez un médecin, c'est 3 échographies, enfin, c'est toute la base, hein. Notre premier objectif était de repérer qui étaient ces personnes. Le second objectif était de voir si cette absence de suivi avait un impact sur le bébé à la naissance, la santé du bébé à la naissance. On se rend compte que les personnes, les femmes qui renoncent aux soins sont les femmes qui sont les plus précaires en termes de revenus, mais sont aussi celles qui n'ont pas souhaité leur grossesse. Une majorité des femmes, en tout cas, qui n'ont pas souhaité leur grossesse, continuent de consommer de l'alcool lorsqu'elles en consommaient et continuent de consommer du tabac lorsqu'elles en consommaient. Donc elles ont des comportements dits à risque, diraient les médecins. En fait, on a des techniques statistiques qui nous permettent d'essayer de mesurer quels seraient, les effets sur le bébé si ces personnes n'avaient pas ce comportement de renoncement? Et donc on s'aperçoit qu'on a 3 grands types de femmes. Celles qui ont un comportement, très risqué dès le départ, eh bien, même si elles suivaient leur visite, la santé de leur bébé ne serait pas améliorée. Des personnes qui ont un très bon comportement, c'est-à-dire qu'elles font tout bien, elles ne fument pas, elles ne consomment pas d'alcool, elles, sont très, très bien entourées, tout va bien pour elles. Eh bien, si ces dames-là renonçaient à leur visite ou si ces dames-là font leur visite, ça non plus, ça n'a pas d'impact, particulier sur la santé du bébé, et les seules pour qui ça a un impact, c'est celles qui renoncent, mais n'ont pas de comportement particulier. Et donc nous, notre conclusion, mais c'est une conclusion d'économiste et on n'a pas échangé, beaucoup avec, les professionnels de la santé, mais notre conclusion, c'est de dire: «Bah, ces gens, ces dames-là, il faudrait les aider, psychologiquement. Il faudrait peut-être qu'elles soient mieux suivies, que faut pas juste faire des visites médicales, mais faut échanger avec elles et pour que ça ait un sens». Tout comme les personnes qui ont enfin, un comportement à risque, fort pour le bébé. Enfin, la santé du bébé, on a 3 types de mesures. On regarde leur poids et leur taille, on compare par rapport à la norme et on se dit que les bébés qui ont les poids les plus extrêmes, soit les plus petits ou les tailles les plus petites, soit, inversement qui sont globalement les plus gros. Donc on prend les 5 les plus extrêmes par rapport aux normes et on se dit: «Eux, ils ont un problème de santé». Parce qu'en fait, il y a des études, médicales alors qui montrent que si les bébés sont trop petits ou si les bébés sont trop gros à la naissance, ça peut avoir des conséquences sur leur santé à long terme. Donc c'est ce problème de santé-là auquel on s'intéresse et on a une autre information qui nous dit qu'à la naissance, les bébés ont été transférés et donc le transfert, implique que dès le départ, le bébé a un gros problème de santé alors. On s'est intéressé d'une part à, l'impact de, leur situation d'étudiants salariés non liés aux études sur la réussite l'année où ils ont travaillé. Et la deuxième question qu'on se pose concernant les étudiants, c'est leur mobilité. Est-ce que les étudiants sont mobiles pour faire leurs études? Et si oui, est-ce que cette mobilité a un impact sur leur insertion? Concernant la première question, Heu, est-ce que est-ce que le travail salarié impacte le résultat des étudiants? La réponse est oui, mais pas pour tous les emplois. En fait, on s'aperçoit que lorsque l'étudiant est très bon, alors ce que je vais appeler très bon, nous on peut pas le repérer parce qu'il valide ou pas son année, mais on a, ses résultats au bac et on sait s'il a obtenu une mention.
Donc si un étudiant a une mention, quel que soit le type d'emploi qu'il va occuper, ça ne va pas altérer, la probabilité qu'il réussisse son année. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire et la deuxième chose, si, les résultats ne sont pas si l'étudiant n'a pas eu de mention au bac, alors si l'emploi salarié qu'il occupe est en lien avec ses études, cela n'aura pas de conséquences non plus. Mais si l'emploi salarié est très éloigné de ses études, alors sa probabilité qu'il réussisse, qu'il échoue à son examen va être forte. La deuxième question qu'on se pose est de savoir si les étudiants sont mobiles pour faire leurs études et si oui, est-ce que cette mobilité a un impact sur leur insertion? En clair, est-ce qu'un étudiant qui est mobile va, être embauché dans un emploi de mieux qualifié, donc un poste de cadre pour, les étudiants à l'université? Est-ce qu'il va être embauché sur, plutôt un contrat à durée indéterminée? Et est-ce qu'il sera mieux rémunéré? Donc ça, c'est les 3 questions qu'on se pose. Et on a essayé de voir si, lorsque l'étudiant est mobile, s'il revient dans sa région d'origine, on s'intéresse aux régions, et s'il revient dans sa région d'origine, est-ce sa situation sur le marché du travail est meilleure que la personne qui n'a jamais bougé? Et donc il s'avère que oui, un étudiant qui est mobile va s'insérer mieux sur le marché du travail de manière générale. Globalement, on a très peu d'étudiants qui sont mobiles. Il y a à peu près 30 d'étudiants qui sont mobiles pour leurs études, donc c'est relativement peu. Pour nous, c'est changer de région et on se base sur les anciennes régions parce que sinon les nouvelles régions, elles sont tellement grandes qu'il y a plus de mobilité. C'est changer de région parce que tous les départements n'ont pas des pôles universitaires. Et donc, si vous n'avez pas de pôle universitaire dans votre département, forcément vous allez migrer. Mais c'est pas pour, de bonnes raisons. Enfin, de bonnes raisons. C'est obligatoire, quoi. On s'est rendu compte en faisant des statistiques descriptives très basiques que les filles ont une mobilité plus faible que les garçons. Donc on s'interroge. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui va nous pousser à continuer, c'est qu'on voudrait voir si le retour dans la région d'origine est lié au fait qu'en fait, ils se trouvent mieux. Et donc, pas s'intéresser à leur insertion professionnelle, mais plutôt à leur insertion d'ordre privé et social.